démarre tout de suite. Et ce que je propose, c'est que d'abord Marie-Christine Staniek-Vavran me rejoigne. C'est la maire adjointe en charge de tous ces sujets-là et qui va lancer ce que l'on appelle communément le mot de bienvenue, d'ouverture. Et on l'applaudit bien fort. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, c'est effectivement avec plaisir que je suis ici au nom de Martine Aubry et de l'équipe municipale pour lancer cette journée de travail. Alors, je suis désolée si je vous fais travailler un peu plus tôt que prévu, mais je suis attendue sur une autre réunion derrière. Et donc, je souhaitais quand même dire quelques mots d'accueil parce que les sujets que vous avez choisis sont des sujets qui sont bien évidemment extrêmement importants pour une ville comme la nôtre et qui recouvrent beaucoup de thèmes sur lesquels eh bien, nous travaillons effectivement. Quand on réfléchit à comment bien vieillir, il faut déjà savoir comment on vit bien. Et donc, par exemple, quand on est aujourd'hui sur ces questions-là, on travaille sur l'environnement, sur le logement, quel type de logement on doit avoir, travailler sur l'insalubrité, parce que c'est une question essentielle, mais aussi comment doivent être les logements demain pour que chaque personne puisse y vivre convenablement, quel que soit son âge. C'est-à-dire quand on construit aujourd'hui du logement, il faut que demain, il puisse, pourquoi pas, être adapté au vieillissement, ou même, pour certains, au handicap. Et donc, il faut qu'on y pense dès le départ. Parce que bien se loger, c'est un premier acte pour bien vieillir. Deuxième acte qui est l'environnement. On est, nous, dans une ville qui est une ville ouvrière, d'usine. Et donc, il faut aussi travailler sur l'environnement, les espaces verts, les espaces de repos, pour que, effectivement, on puisse, là encore, se promener et vivre dans la ville de façon agréable. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut aussi qu'il y ait une alimentation saine. Et comment on fait pour avoir une alimentation saine? Donc on travaille là aussi en proximité avec les agriculteurs pour qu'ils puissent apporter cette alimentation, mais aussi dans des ateliers dans la ville avec les associations, les partenaires, pour apprendre aussi à avoir une alimentation, une nutrition qui soit équilibrée. C'est également une activité physique. Je dis bien activité physique parce que quand on dit sport, ça fait peur, mais une activité physique, c'est un élément extrêmement important pour le bien vieillir. Il y a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous sur ces sujets-là. On a des programmes d'activité physique accessibles dans la ville. Voilà, vous avez votre téléphone ou le panneau qui vous dit comment vous pouvez faire de l'activité dans des parcours qui sont identifiés, y compris d'ailleurs des associations qui travaillent avec nous. Je vais en citer un qui est un partenaire, Pasteur par exemple, ou Ciel Bleu, qui font de l'activité physique à domicile, parce qu'en accompagnant les personnes à domicile, on les réemmène vers l'extérieur progressivement, et c'est important de développer l'activité physique. Donc déjà, les éléments de base qui font que il faut avoir tout cela, mais bien évidemment, c'est aussi l'activité culturelle et festive. Et nous avons, nous, au niveau de la ville, beaucoup d'activités qui permettent aux seniors d'accéder, soit gratuitement, soit à des tarifs préférentiels, aux activités d'animation physique, culturelle, parce que bien vieillir, c'est aussi avoir une tête bien faite, quel que soit son âge. Mais ça, c'est sur l'aspect, on va dire, généraliste. Pour le reste, et dans la ville, nous travaillons depuis de nombreuses années sur les questions de prévention. Et donc, il y a beaucoup d'ateliers prévention qui sont mis en place dans les quartiers, que ce soit prévention cancer, que ce soit les préventions différentes, hein, et notamment une dont je ne parlerai pas trop, parce que bien évidemment Claire va l'évoquer tout à l'heure, qui, enfin, je vais quand même le dire quand même. L'utilisation de dire « vous venez dans un bus, ouais c'est super, on va s'amuser », et au travers de « ouais on va s'amuser », finalement, Claire détaillera, mais il y a différents tests qui sont faits qui permettent, tout en s'amusant, d'avoir un vrai prédiagnostic qui va faire que, oui ou non, on va devoir orienter les personnes vers un accompagnement santé. Et toutes les actions de prévention santé, c'est bien cette idée-là, c'est comment on amène des personnes, allez, de façon sympathique, vers un test, mais derrière, nous devons, au niveau de la ville en tout cas, organiser aussi ce deuxième aspect qui est l'accès aux soins.
Accès aux soins, c'est-à-dire avoir les moyens d'y aller, et donc s'assurer que toutes les personnes ont bien tous leurs droits ouverts pour accéder aux soins, première étape. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas leurs droits ouverts, donc il faut qu'on travaille sur cet aspect-là. Et ensuite, une fois qu'ils ont leurs droits, il faut les accompagner. Et quand on dit accompagner, c'est parfois prendre par la main. Je revois clair parce qu'au niveau du bus, eh bien, effectivement, les associations, on les a mobilisées pour qu'elles accompagnent les femmes jusqu'au bus, parce que certaines ne voulaient pas venir parce qu'elles avaient peur. Et donc tout le travail en amont qui a été fait grâce à Claire, c'est aussi de mobiliser les associations pour aller jusqu'à la prévention et ensuite aller jusqu'aux médecins, généralistes ou spécialistes, compte tenu que là aussi nous avons, et vous le savez, un peu de difficultés, puisque même dans l'île aujourd'hui, il y a des difficultés pour remplacer les médecins généralistes, parce que les généralistes d'aujourd'hui veulent travailler autrement, et donc on a moins de médecins. Et l'accès aux spécialistes, on sait aujourd'hui qu'on a beaucoup de files d'attente, et donc il faut qu'on travaille. Donc nous, on a commencé le travail avec les gros partenaires. On a la chance à Lille d'avoir le CHU, d'avoir le GHICL, d'avoir des partenaires privés avec lesquels on commence des conventions pour aller jusqu'à la prise en charge du spécialiste. Donc vous voyez tout le panel. Mais là-dessus, et c'est important, si on n'a pas ce regard général, global, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, il faut qu'on ait des partenaires. Parce que la ville, elle peut avoir une idée, c'est très bien, mais s'il n'y a personne qui est capable de le faire, ça ne sert à rien. Et puis surtout, on a des associations, on a des partenaires qui ont beaucoup d'idées. Et donc, comme ils ont beaucoup d'idées, ça nous permet effectivement d'aider, d'accompagner, pour que le plus de personnes possible puissent être accompagnées déjà dans la prévention et pour aller vers le soin. Je ne vais pas trop m'étendre sur le vieillissement et sur la dernière étape qui est l'aide à domicile et l'EHPAD, mais pour nous, c'est effectivement très important. On a ici une fondation qui est Corian, qui est quand même pas n'importe quelle fondation sur ce sujet-là. À Lille, on a un établissement qui est géré par Corian, avec lequel on a un partenariat historique. Et quand je dis historique, c'est vraiment depuis la construction du premier établissement qui n'était pas encore Corian à l'époque, ce qui nous permet effectivement d'avoir de bonnes relations avec cet établissement et de pouvoir aider. Je le dis comme ça parce que c'est vrai que Corian, ils ont un tarif important, que certaines personnes peuvent parfois ne pas pouvoir accéder à Corian, mais le partenariat que nous avons avec le CCAS permet, dans le cadre de cette bonne relation que nous avons, d'assurer un accompagnement de toutes les personnes. Et ça, je pense que c'est important, cette notion de « on travaille ensemble », on a des différences, mais l'intérêt du public, c'est effectivement de se mobiliser et de mobiliser toutes les forces. Et je laisserai clair, mais la fondation qui accompagne le Bus du Cœur, c'est intéressant, vous verrez tout à l'heure, parce qu'on a, au travers de cette fondation, pu mobiliser des gens extrêmement différents, qui ne sont pas obligatoirement les partenaires habituels de la ville, mais qui ont une envie et une seule, c'est travailler ensemble pour travailler pour que les personnes soient effectivement dans cette notion de bonne santé pour bien vieillir tout au long de leur vie. Et donc, bon courage à vous. Merci. Ce qui a été dit, on va y revenir. On est vraiment, la journée, enfin la matinée est vraiment centrée sur la prévention. On a parlé d'activité physique, il y a de l'alimentation, nos chefs sont là en pleine forme, et puis il y aura d'autres éléments. Et puis en effet, on va y revenir après, mais la question de la prévention, c'est aussi dans la tête. C'est pas que, voilà. Et c'est, vous savez, c'est toujours Descartes a perdu et Spinoza a gagné. Descartes pensait qu'on séparait le corps et l'esprit, et Spinoza disait les deux vont ensemble. Et globalement, toutes les études montrent que les deux vont ensemble. Voilà, donc il y a quelque chose autour de ça. On va d'abord, donc moi je m'appelle Serge Guérin, je suis un sociologue et je préside le conseil scientifique de la Fondation Corian, dont Anne Fourier, ici présente, et la nouvelle déléguée générale. On va en reparler dans 2 secondes. Vous dire aussi, pour démarrer, que cette fondation, justement, s'inscrit dans ces logiques de travailler avec plein de gens, d'être dans des logiques de partenariat. La fondation est à la fois sur un élément de pollinisation, comme aujourd'hui, c'est-à-dire à la rencontre, aller. Alors on a ce qu'on appelle les matinales, comme aujourd'hui, on va donc dans des, je crois qu'on n'a pas le droit de dire province, pourtant c'est un joli mot, donc dans les régions, dans les territoires, enfin chacun trouvera le mot de la novlangue est large, voilà. Donc on va comme ça sur des lieux où les gens vivent et où les gens parfois vieillissent. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, vous avez une chance incroyable, il y a des vieux partout.
Il y a des gens qui vieillissent partout. Donc si on veut être dans les grandes villes, on peut être dans les grandes villes, mais il y a aussi des gens qui vivent et qui vieillissent dans les petites villes, dans les territoires ruraux, et ainsi de suite. Donc c'est aussi, donc nous, le jeu, c'est aussi d'aller comme ça sur le terrain, puis on fait aussi ce qu'on appelle des plateaux qu'on organise à Paris, qui sont d'autres formes de débat. Donc il y a toute une partie comme ça avec la Fondation, de débats, de rencontres, d'échanges, et puis il y a une autre partie qui est plus celle autour de la recherche, que ce soit des recherches en santé ou des recherches en sciences humaines. Dans les deux cas, par rapport à ces problématiques autour, là encore, du bien vieillir, des formes de vieillissement, et puis aussi, plus largement, de toutes les problématiques autour de la santé. Aujourd'hui, par exemple, les problématiques autour de la santé mentale prennent un poids de plus en plus important. La période Covid a donné aussi, malheureusement, à voir autour de ces éléments-là. Donc on voit aussi parce que tout simplement, le groupe Corian est présent sur un certain nombre de secteurs, et parce que la santé se compartimente pas toujours. Et puis la santé, elle démarre très très tôt. On va y revenir sur ces questions de prévention. Bref, la Fondation, c'est aussi ça, c'est des recherches, c'est des réflexions. Alors, des recherches qui essayent d'être le plus possible concrètes. L'idée, c'est pas une recherche pendant des années et des années en espérant qu'il y ait quelque chose qui sorte. Pourquoi pas, et c'est respectable, et il y en a besoin. Mais c'est aussi parfois des choses plus concrètes en se disant, si on trouve quelque chose, que ça puisse aussi être déployé directement dans le groupe, par exemple, et puis aussi ailleurs, puisque le jeu, c'est cette fondation, elle n'est pas fermée, elle n'est pas interdite aux autres, donc que ce soit le secteur associatif, que ce soit le secteur public, que ce soit d'autres organisateurs privés, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. S'il y a des idées, il faut les partager, et il y a suffisamment de place pour tout le monde, vu le nombre du monde en question. Parce que je vous rappelle, on est quand même sur quelque chose, dans les plus grandes transitions, dans les plus grands enjeux, dans les plus grandes révolutions que le monde ait pu connaître, celle du vieillissement est une des plus importantes. Lévi-Strauss, sans doute le plus grand anthropologue français, et peut-être même largement, disait qu'il y avait eu 2 révolutions anthropologiques. La première, c'est quand on a arrêté d'être nomade. Avant, on se baladait, puis un seul coup, bing, ce qui posait plein d'autres questions après, parce que si je m'arrête, je commence à vouloir garder mes frontières, je commence à vouloir des propriétés privées, et ainsi de suite. Voilà, ça construit un certain nombre de choses, et aujourd'hui, on le voit bien, on va en entendre parler encore plus, il va y avoir des contraintes de ce type-là, des gens qui vont s'affronter, parce qu'à tel endroit, les terres sont plus bonnes, ne donnent plus assez de blé, et ainsi de suite, donc il faut en trouver ailleurs, et ainsi de suite. Mais bref, il disait, ça a été vraiment la grande révolution anthropologique, c'est on a arrêté de se balader, et on s'est posé. Et la deuxième révolution anthropologique, c'est celle du vieillissement. Avant, il y avait surtout des jeunes et finalement peu de vieux. D'ailleurs, le vieux, ça commençait assez tôt. En 1750, l'espérance de vie était de 25 ans. Donc vous aviez la trentaine, vous y étiez déjà un petit vieux. Alors là, il y en a qui disent « Ah ouais, quand même ». Donc, mais c'est fini, c'est bon, je vous rassure. Voilà. Je rassure celles et ceux qui ont 29 ans, qui disent « Oh là, bientôt, j'arrive à petit vieux ». Voilà, c'est fini. Mais n'empêche que pendant très longtemps, ça a été ça aussi la réalité. D'ici à 2030, pour la première fois dans l'histoire du monde, il y aura des gens plus nombreux de plus de 60 ans que des gens de moins de 5 ans. C'est jamais arrivé. Voilà. Donc on est vraiment à ce moment-là. C'est aussi pour ça que cette Fondation Corian pour le bien vieillir a son sens. C'est qu'elle contribue à faire réfléchir autour de la notion de société de la longévité. Et dans ce cas de la société de la longévité, la question de la prévention, elle est absolument majeure. On a d'autant plus intérêt à travailler sur la prévention que l'on va vivre plus longtemps. Si on meurt très vite, à la limite, la prévention est moins grave. Parce que de toute façon, vous êtes déjà mort avant d'avoir un problème. Voilà. Là, maintenant, si on vit 80, 85, 90, 95 ans, 100 ans, évidemment, ça change tout. Et donc, cette question de la prévention, elle devient absolument centrale. Et Marianne, c'était une habile transition pour te présenter et pour intervenir sur ce sujet-là. Donc d'abord, peut-être, merci d'être évidemment avec nous. Merci aussi, donc tu es la nouvelle déléguée générale de cette fondation. Tu as dirigé des hôpitaux avant, une longue expérience après l'école de Rennes et tout ça, une longue expérience dans le public d'abord, et puis ensuite dans le privé. Depuis un petit moment chez Corian, il y a eu beaucoup d'activités autour de l'innovation, autour aussi de la construction de différents projets. Et puis après, ce que je propose, c'est justement qu'on avance un tout petit peu sur cette question de prévention avant que tu entames la première table ronde. Alors déjà, merci beaucoup Serge pour cette introduction. Merci à tous d'être parmi nous ce matin. C'est compliqué après cette période Covid de relancer ces matinales. Donc c'est la première matinale depuis, je crois, Serge, 2 ans.
que nous relançons en présentiel et que nous avons le plaisir de faire ici dans cette belle ville de Lille. Donc merci aux Lillois et aux gens des communes avoisinantes d'être venus jusqu'à nous. J'allais dire malgré le prix de l'essence. Mais voilà, donc on est content d'être là, content d'être, comme on dit, sur les territoires, puisque les territoires, c'est vraiment la vocation de la Fondation, comme tu le disais, de croiser les regards et d'aller sur les territoires pour justement rencontrer des gens qui ont des regards parfois différents des nôtres. Et d'apporter aussi notre soutien à des initiatives qui ne sont pas forcément parisiennes, mais qui sont des initiatives innovantes, portées par des acteurs de territoire, comme aujourd'hui cette initiative qui est partie de Lille, du CHU de Lille, que nous allons donc voir tout à l'heure, concernant la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, pour commencer, je me suis posé la question, Serge, de la définition de la prévention santé. C'est quoi la prévention santé selon l'Organisation mondiale de la santé? C'est tout simplement toutes les actions qu'on mène pour préserver, pour améliorer la santé publique. Donc, c'est assez simple comme définition. Au moins, tout le monde la comprend. Mais quand on parle de prévention en santé, on verra après que la prévention, d'ailleurs, la maire adjointe l'a dit tout à l'heure, c'est plus large encore. Mais il y a d'abord la problématique de la santé. Mais souvent, on parle de prévention primaire, secondaire, tertiaire. Ce serait peut-être bien d'en dire quelques mots. Effectivement, il y a 3 types de prévention, toujours selon l'OMS. Il y a la prévention primaire qui concerne l'amont de la maladie. On n'est pas encore malade, mais on peut justement prévenir la survenue de cette maladie. C'est par exemple la vaccination qui joue ce rôle-là de façon assez claire. La prévention secondaire, qui est la prévention au stade précoce de la maladie. Donc, le bus du cœur participe de cette dimension secondaire. Et la prévention tertiaire, qui est la prévention que l'on fait au stade avancé de la maladie. Et c'est notamment tout ce qu'on peut faire pour les gens qui sont atteints de maladies chroniques, qui vont vivre longtemps, malheureusement, avec cette maladie, et pour éviter les complications, les récidives. Et donc, c'est ces 3 préventions-là qu'on aimerait aborder aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est tout à fait clair. Il faut rappeler en effet les maladies chroniques. C'est 21 millions de personnes. On est 68 millions d'habitants. 21 millions de personnes sont touchées par les maladies chroniques. Il y a le vieillissement, il y a tout ça. Mais l'élément majeur, finalement, alors c'est pour plein de raisons, dont l'environnement. Mais voilà, les maladies chroniques ont augmenté. Le Covid s'est transformé parfois en Covid long et va devenir aussi une maladie chronique, ainsi de suite. Donc il y a aussi ces problématiques-là. Donc on voit bien, là encore, qu'on peut vivre la prévention et l'accompagnement permet aussi à des gens qui, avant, auraient tout simplement disparu, de pouvoir vivre, et dans certains cas, de pouvoir vivre quasiment en autonomie, avec une maladie lourde. Donc il y a aussi cet élément-là à prendre en compte. Peut-être aussi, Marianne, cette histoire de prévention, on peut se dire, mais groupe Corian, c'est quand même plutôt le monde des EHPAD. Qu'est-ce que ça veut dire d'une certaine manière? Donc il s'intéresse qu'aux très très vieux, et pourquoi il s'intéresserait à la prévention? Alors déjà, le groupe Corian, ça n'est pas que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est également tout un pan d'activités de soins médicaux et de réadaptation. C'est la nouvelle terminologie de ce qu'on appelait jusque-là les soins de suite et réadaptation. Donc on a une centaine de cliniques de soins de suite et réadaptation, et on a également des cliniques de psychiatrie, Serge. Donc, dans toutes ces cliniques, nous traitons en fait de maladies chroniques. Et comme tu le disais, c'est une problématique, les maladies chroniques, qui rencontrent forcément celle de la prévention. Nous avons des cliniques en cardiologie, en pneumologie, en orthopédie, en neurologie, etc., dans lesquelles on fait beaucoup d'éducation thérapeutique pour nos patients, pour leur apprendre à vivre avec leur maladie et à justement éviter que la maladie ne prenne le dessus sur la qualité de vie. Nous avons également des résidents en EHPAD pour lesquels nous nous battons actuellement pour veiller à ce que la dépendance ne prenne pas le dessus et que la prévention de la dépendance puisse préserver une forme de qualité de vie dans ces établissements. Et puis, par ailleurs, il n'y a pas que ces patients et ces résidents qui sont concernés, selon nous, par cette dimension de prévention santé, mais également nos soignants, nos professionnels, nos salariés
Korian sont concernés. Donc, en tant qu'opérateur de santé et du secteur médico-social, on souhaite ardemment défendre une certaine vision de la prévention des risques professionnels. On va vous en faire un peu la démonstration dans la dernière partie de cette matinale. Et nous souhaitons préserver la santé de nos soignants, de nos professionnels et essayer d'améliorer les conditions de travail et leur bien-être au travail. Et c'est ça aussi la prévention. Et c'est ça aussi la prévention. Encore une fois, la prévention, d'une certaine manière, personne, non pas n'y échappe, mais personne ne devrait y échapper, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Après, la prévention, souvent, est vue comme étant quelque chose d'un peu ennuyeux, pour pas dire, il y a un petit côté un peu, voilà, il faut en faire, il y a de la morale, il y a de l'hygiénisme et tout ça. Il n'est pas toujours évident d'en saisir l'intérêt, d'en saisir même le plaisir, qui est de faire émerger un désir de prévention, d'une certaine manière. Et puis, il faut dire, et ça fera lien avec la première table ronde, qu'il y a aussi des inégalités sociales, il y a des inégalités géographiques, par exemple. Si vous habitez très loin d'un lieu, eh ben, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Si vous habitez même tout près, pour anecdote, je m'étais retrouvé dans un débat où un géographe expliquait, montrait que personne n'était à moins de 15 km d'un médecin. Oui, mais il peut même être en bas de chez vous. Si vous mettez 6 mois pour avoir un rendez-vous, c'est pas nécessairement la distance qui compte, c'est aussi sa disponibilité. Hein, donc il y a à la fois la distance et il y a aussi la question de la disponibilité. Donc la question géographique, elle existe. Il y a la question culturelle qui existe aussi. On est plus ou moins prêt à tout cela. Voilà. Et puis il y a des inégalités sociales fortes. Un seul chiffre pour s'en souvenir. En France, qui est un des pays les plus égalitaires qui soit, un des pays où on a le plus à investir dans le social qui soit dans le monde, et en même temps, les 5% les plus riches, pour les hommes, ont 13 ans d'espérance de vie en plus que les 5% les plus pauvres. Et c'est 8 ans pour les femmes. Donc voilà, donc il y a aussi des inégalités qui restent extrêmement fortes. Et la question de la prévention, du coup aussi d'ailleurs, elle a cet enjeu d'aller vers les personnes et parfois aussi d'avoir un discours différent. C'est pas simplement si on met 5 fruits, 5 légumes qui va tout changer. Généralement, ça convainc les gens qui sont convaincus, mais les autres pas nécessairement. Et ça va être finalement le thème de la première table ronde que tu vas animer.